Vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent. Puis, vous voulez... Présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là à la sélection de Force Avenir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force Avenir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous, je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force Avenir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque. Exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors, en terminant, à tous ces gens qui écoutez, laissez-vous inspirer. C'est important. Puis pour Force Avenir, être inspiré, c'est aussi passer à l'action. Alors si vous autres aussi, vous voyez quelque chose dans votre société, vous êtes inspiré par un projet, go, faites comme eux. Ces jeunes-là sont extraordinaires, ils ont le pouvoir de changer le monde, puis ils ont aussi le pouvoir de vous influencer. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. Bonjour à tous et bienvenue à cette autre journée d'entrevue de sélection du programme Force Avenir universitaire que vous pouvez suivre en direct grâce à cette web diffusion. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe technique. Aujourd'hui au programme, vous allez faire la rencontre d'étudiants qui se sont démarqués dans la catégorie Société, Communication et Éducation. Donc des étudiants qui ont mis toute leur énergie au démarrage et au déploiement de projets extraordinaires. Et également, vous allez faire la rencontre d'étudiants qui se sont démarqués dans les catégories personnalité, donc personnalité premier cycle, personnalité deuxième et troisième cycle et personnalité persévérante. Alors, vous allez être inspirés assurément par leur parcours unique et exceptionnel. Donc, bon visionnement et on se revoit dans les prochaines minutes. Les catégories personnalité, premier cycle et deuxième et troisième cycle visent à reconnaître des étudiants s'étant distingués par l'équilibre entre la réussite de leurs études et leur réalisation personnelle et sociale, par leur leadership,
par les retombées concrètes de leur engagement et par la constance dans ces critères durant toutes leurs études. Présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là à la sélection de Force Avenir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force Avenir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous, je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force Avenir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux,
va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque, exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. Présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là à la sélection de Force Avenir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force Avenir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous,
Je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force Avenir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque, exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. Voilà, je me lance tout bonnement comme ça parce qu'il n'y a pas 15 façons de présenter ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu familial avec un père bipolaire alcoolique qui était violent envers moi. Donc, je vivais constamment dans cette peur-là, constamment dans la déception, avec beaucoup d'inquiétude aussi. Puis, chaque fois que je rentrais chez moi, en fait, je devais m'attendre à un drame, je devais m'attendre au pire. Puis, je dirais que la persévérance, je l'ai appris un peu en protégeant ma petite sœur là-dedans, puis en survivant tout ça vraiment. Mais ce qui m'a tué le plus de tout ça, c'est le silence qui régnait à la maison. On parlait de rien, surtout pas de ce qui était le plus important et le plus difficile. Puis ça l'a complètement rendu ma souffrance invisible. Donc, à l'adolescence, j'ai développé des sérieux problèmes d'apprentissage, de concentration, d'anxiété. Puis, petit à petit, j'ai sombré dans une grande dépression qui m'a menée à 2 tentatives de suicide. J'ai commencé par moi-même à aller voir une psychologue. J'avais envie de m'exprimer, mais c'était extrêmement difficile étant donné que c'était la première fois de ma vie que je mettais des mots sur ce que je vivais, ce qui se passait à la maison. Mais quand même, je dirais que la thérapie m'a permis de prendre juste assez de distance pour un petit peu mieux respirer et arrêter d'être étouffée par tout ça. Mais quand même, rendu au cégep, je vivais chez mes amis parce que chez moi, c'était tellement instable que ça m'empêchait de fonctionner, ça m'empêchait de vivre vraiment. Puis j'ai développé petit à petit des trucs pour pallier mes difficultés puis continuer de vivre une vie normale, si je peux dire, en demandant de l'aide à mes profs, en demandant de l'aide aux gens autour de moi pour m'aider. Quand c'est venu le temps de choisir mon programme universitaire, j'étais absolument perdue. Puis honnêtement, je pensais pas que c'était fait pour moi. J'avais des gros doutes parce que ça avait tellement été difficile jusque-là, tout est à l'école et tout. Je voyais pas comment je pouvais prendre c'était trop ambitieux pour moi d'aller à l'université tout simplement. Puis dans ma famille, personne n'est allé à l'université. Je suis vraiment la première. Donc, j'avais pas d'exemple, j'avais pas de modèle, rien. Mais j'ai quand même
pris mon courage à deux mains. Je suis allée m'asseoir avec la conseillère d'orientation. On a examiné tous les programmes ensemble. Puis un jour, je suis tombée sur un programme d'études de conflit. Puis dans une brochure, je suis complètement tombée en amour. Puis assez pour prendre encore une fois mon courage à deux mains puis partir pour Ottawa, ce qui était extrêmement anxiogène pour moi étant donné que je connaissais rien ni personne. Je parlais à peine anglais, donc c'était vraiment très stressant, je dirais. En plus, j'avais l'impression d'abandonner ma sœur. C'est parce que là, j'allais pas pouvoir la protéger. Donc, c'était très douloureux, mais à quelque part en dedans de moi, je savais que c'était probablement ma seule chance de m'exiler de mon milieu, de m'éloigner, de commencer à guérir vraiment. Dans mon programme d'études, je me sentais vraiment tout le temps à ma place au bon moment parce que j'avais déjà, comme à cause de mon bagage, développé une grande intelligence émotionnelle, une grande sensibilité qui faisait en sorte que je comprenais beaucoup de choses en lien avec les relations humaines, en lien avec les conflits et tout. Puis c'était naturel pour moi, j'étais vraiment à ma place. Malgré tout ça, éventuellement, j'ai commencé à vivre des hauts, des bas. Puis très vite, tout est devenu comme très sombre, tout est devenu très flou. C'était pas de l'inconnu, j'avais déjà vécu ça au secondaire. Donc, je pensais que ça allait peut-être partir, comme passer tout simplement. Mais j'ai commencé à rater des cours, à m'isoler. J'étais constamment anxieuse. C'est devenu vraiment insupportable. J'étais comme hantée par ce mal de vivre là qui me donnait juste envie de mourir à chaque seconde de chaque journée. Puis ça m'a vraiment terrifiée parce que je sentais que c'était plus fort que moi, que cette fois-là, j'allais pas m'en sortir toute seule. Puis encore une fois, comme quand j'étais enfant, la persévérance pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Je continue ou ça s'arrête là. C'est aussi difficile que ça. Mais malgré toute la peur qui était présente en moi, j'ai juste crié à l'aide parce que je ne pouvais pas faire ça tout ça. J'ai été diagnostiquée bipolaire avec l'épisode de dépression chronique. C'était mon pire cauchemar parce que là, on venait de me dire que j'étais comme mon père. Mon père que je détestais, que je trouvais répugnant, qui n'avait jamais su faire ce qu'il fallait, qui ne nous avait jamais aimés assez. J'avais honte, puis je vivais une profonde défaite. Là. Mais j'étais vraiment très différente de mon père parce que même à 21 ans à peine, je savais déjà ce qu'il fallait que je fasse. J'étais déjà prête à le faire. J'ai commencé à le faire. Donc, j'étais allée en thérapie, j'ai commencé la médication. Puis à 21 ans, j'ai choisi la sobriété. Je savais que c'était quoi le mélange entre bipolarité, alcoolisme, puis alcool, puis médicaments. Puis je voulais tellement pas ressembler à mon père, je voulais juste tellement m'éloigner de cette figure-là que je me suis promis que je toucherais plus jamais à l'alcool. Puis ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, puis ce que je compte faire encore. Puis c'était difficile parce que ça m'a nuit à m'intégrer, à me faire des amis, parce que moi, j'allais pas aux soirées, tout ça. Ce qu'on fait quand on est jeune, bref. Donc, plusieurs deuils, plusieurs sacrifices, mais encore une fois, je savais ce qu'il fallait que je fasse, puis je l'ai fait. Pour ce qui est de la médication, ça a été vraiment l'enfer. Le dosage, les sevrages, les essais-erreurs, c'est vraiment un processus qui a été pénible pour moi. Au point où ça m'a mené à une psychose dans laquelle je me suis complètement perdue. J'ai été hospitalisée, je me suis ramassée en psychiatrie. Mais encore une fois, je m'assisais avec la travailleuse sociale, les psychiatres, les psychologues, puis je voulais qu'on détermine un plan, je voulais aller de l'avant, je voulais qu'on m'aide, j'avais les bras grands ouverts, puis j'attendais juste les bons outils pour continuer.
je sais pas ce qui m'a motivée autant, mais j'étais vraiment déterminée. Je l'ai toujours été, je pense. À la sortie de l'hôpital, je voulais juste terminer mon bac. Fait que j'étais allée chercher tous les outils. J'ai rempli les 200 formulaires pour avoir l'aide financière pour pouvoir lâcher ma job. Les 300 autres formulaires pour avoir des accommodements scolaires. Donc, c'était pas fini, mais j'avais juste un but, c'était de finir mon bac. J'avais très peu d'énergie, mais j'ai quand même tout donné. Puis ça a fonctionné pour moi parce que j'ai terminé mon programme avec un diplôme, avec une mention d'excellence. Puis j'étais juste comblée de fierté, remplie de fierté parce que cet accomplissement-là m'appartenait. Il n'y avait personne qui l'avait fait à ma place, c'était tout moi, vraiment. Ça m'a donné comme le boost pour continuer dans ma passion, pour aller en chercher plus. J'avais vraiment une soif d'apprendre, donc je me suis inscrite à la maîtrise en prévention et règlement de différends. Pendant ma maîtrise, j'ai intégré un programme de résolution de conflits au sein du gouvernement sur lequel c'était mon travail, dans le fond. J'ai été accréditée médiatrice. Il reste 1 minute, Joëlle. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, j'avais très peu d'énergie, mais je tenais quand même à faire ces investissements-là dans mon futur, à continuer d'aller de l'avant. Mais la réalité, c'est que je vivais avec beaucoup d'anxiété sociale. Donc, juste de me rendre à mes cours, c'était l'enfer. Je revenais tout le temps chez nous, puis je faisais juste pleurer. Je faisais rien d'autre que d'aller à mes cours, d'aller à mon travail et tout. C'était vraiment difficile. Puis plus mon énergie est revenue, plus je suis allée chercher des stratégies pour retrouver mon équilibre. Aujourd'hui, je dirais que c'est la première fois que j'ai l'impression de vivre vraiment une vie qui m'appartient, dans laquelle je m'épanouis. Puis j'espère que vous allez poser des questions qui vont me permettre d'aller un petit peu plus loin parce que j'ai plus de temps, mais j'ai réalisé que ça allait être ça ma vie. Puis, mais je l'ai fait, fait que je vais continuer de le faire. Je vais continuer de persévérer à chaque jour. Puis je vous remercie vraiment de m'avoir donné cet espace-là pour m'entendre aujourd'hui. Vraiment, merci de reconnaître. Merci. Merci beaucoup, Joëlle. Écoute, merci de t'ouvrir comme ça à nous, aux membres du jury. Écoute, très belle histoire. Là, on va amorcer la période de questions pour 10 minutes. Donc, je vais donner la parole aux membres du jury. Donc, allez-y, chers membres, c'est à vous. Allez-y, Vicky, pour la première question. Bonjour, Joëlle. D'abord, merci pour ta présentation. Puis je pense que c'est de mise de te féliciter d'avoir réussi ton baccalauréat, d'avoir réussi tes études, malgré manifestement les obstacles qui se sont posés devant toi. Alors, bravo. J'ai regardé ta présentation là, en détail. Puis j'aurais encore plus envie de savoir que tu nous parles un petit peu de ton projet de friperie, parce que malgré tout ce que tu as fait, malgré toutes les difficultés, ta fatigue, tes défis, tu as quand même trouvé l'énergie pour t'impliquer dans la communauté. Puis j'aimerais ça qu'on puisse entendre un petit peu de ta part. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette question-là parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Mais comme je disais, à un certain point, j'ai commencé à avoir plus d'énergie. Puis j'ai trouvé de l'énergie dans des choses qui me passionnaient. Puis j'ai commencé comme à me définir un petit peu plus en m'accrochant vraiment à mes valeurs. Puis tout ce qui a trait à l'environnement. Tu sais, j'ai des profondes valeurs humaines, environnementales. C'est un mode de vie là, pour moi, tu sais, le seconde main et tout. Puis c'est un rêve que je chéris depuis que je suis toute petite de me lancer dans le seconde main comme ça. Puis la friperie, c'est vraiment un rêve là, que je suis en train de réaliser. Pour le moment, c'est tout en ligne parce que c'est comme plus facile. Mais c'est quelque chose qui me nourrit énormément. C'est quelque chose qui fait que je me sens collée avec mes valeurs, puis je sens que c'est pertinent. Puis, ouais, voilà, ça me passionne beaucoup. Je pourrais comme partir là-dessus pendant une demi-heure, puis qu'on en parle, mais... Merci. Merci beaucoup, Vicky, pour la question. Manuel, à votre tour.
Merci beaucoup, Joël, pour ton témoignage qui fait preuve d'une grande résilience pour être capable d'en témoigner comme ça à des inconnus devant un public. Je pense qu'il faut avoir un certain recul. Je me sens vraiment privilégiée de t'entendre parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que les gens autour de nous peuvent vivre. Puis si ton témoignage peut ouvrir les yeux sur différentes réalités, tant mieux. Je voulais te poser une question sur la friperie aussi. Alors, je suis contente que ma collègue Vicky te l'ait déjà posée. Alors, je vais réorienter ma question parce que je trouve qu'il y a comme un lien à faire avec la prévention. Tu sais, ton thème de maîtrise, la prévention et le règlement de conflits. Pour moi, il y a un lien à faire aussi avec tu sais, en termes de recyclage ou de prévenir la création de déchets. Il y a comme un lien à faire avec la friperie, mais est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus de ton intérêt pour la prévention des conflits en organisation? Oui, dans le fond, la prévention, quand on étudie les conflits, là, la prévention, c'est la seule partie où on peut vraiment se permettre d'innover, de créer, de vraiment avoir cette vision-là globale d'une situation, puis de penser à plein d'avenir possibles. Puis c'est aussi c'est aussi l'aspect qui nous permet de mettre en place des stratégies en amont. Donc, pour moi, c'est comme un espace vraiment de créativité, d'innovation. Puis je suis une artiste dans l'âme, là. Alors, c'est comme, pour moi, c'est là que je suis le plus confortable, je dirais. C'est là que je suis le plus efficace, là, j'ai envie de dire. Puis que je sens que je fais une vraie différence. Parce que peut-être des fois, je peux penser à des choses que les autres ne pensent pas. C'est parce que on dirait que ma créativité, je la pousse tout le temps à 200%, puis dans absolument tout. Puis dans le domaine des conflits, comme avec mes différents projets, ça me prend vraiment à aller toujours plus loin et à dépasser des limites. Ouais. Merci beaucoup, Manuel, pour la question. Madame Marois, à votre tour. Oui. Bonjour. C'est très touchant et puis merci de nous avoir présenté ton histoire parce que je pense que ça enrichit nos réflexions et ça peut servir pour la suite des choses. Et ma question, c'est justement pour la suite des choses. Quel serait ton rêve comme professionnel, comme jeune femme qui a vécu des difficultés dans ta vie? Si tu avais un rêve que tu voudrais réaliser, lequel serait-il pour l'avenir? J'ai envie, la première chose à laquelle je pense quand j'écoute votre question, c'est à ma mission, si je peux dire. Donc, si je peux répondre en vous parlant de la mission puis ça fait pas longtemps que je me permets de réfléchir à cette posture-là, étant donné que j'ai tellement été collée sur ce que je vivais. Vous parliez de recul tout à l'heure, c'est maintenant que je le fais, mon recul, dans ce processus-là, en fait. Je dirais que j'ai réalisé que j'avais envie de donner cet espace-là aux gens, d'exister, de parler de ce qui les fait souffrir, de juste s'exprimer parce que la parole est tellement libératrice. Ça permet justement souvent d'aller chercher les outils dont on a besoin, de reconnaître ses besoins. Puis c'est ce que j'essaie d'incarner, que ce soit dans ma posture professionnelle, que ce soit avec mes amis, dans ma famille. Je veux être vraiment cette personne-là qui fait preuve d'énormément d'ouverture, à qui on peut parler, qui est toujours accueillante. Puis, je pense que moi, j'ai pas eu ça. J'ai été invisible très longtemps, puis je pense que ça me rend extrêmement sensible à cet enjeu-là. Puis si j'avais un rêve, si je pousse ça encore plus, ce serait de vivre dans une société où les enjeux de santé mentale, c'est pas quelque chose qui est tabou. En tout cas, ton attitude et ton comportement et ton histoire peut sûrement aider beaucoup d'autres personnes comme toi à avoir un cheminement qui va les mener au bonheur finalement quelque part. Bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Mme Marois, pour la question. Mme Doiron, à votre tour. Alors, Joël, bravo, merci pour ce partage et comme Mme Marois le disait, qui est un enseignement pour nous tous.
Alors, merci. Et puis, dans ton dossier, tu mentionnes au niveau de tes réalisations concrètes d'avoir développé des outils pour de la formation pour améliorer les relations humaines au travail. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu rapidement? Je pense que les petites minutes sont comme pas mal écoulées, là, mais peut-être qu'il y en a une pour ça. Il nous reste 2 minutes et 40 secondes. OK, arrêtez-moi parce que c'est encore une fois quelque chose qui me passionne. Je peux en parler longtemps, mais j'ai participé à un projet sur les biais inconscients. Donc, on a formé, c'est un atelier au niveau national. On est allé rencontrer des gens, leur faire vivre un atelier sur les biais inconscients, justement pour faciliter un peu l'inclusion, la diversité en milieu de travail. Ensuite, tout récemment, j'ai livré un atelier sur la confiance, donc la gestion sur la confiance. C'est tout le temps des thèmes comme ça, le relier très étroitement au conflit. Donc, encore une fois, dans un aspect préventif, on va aller parler aux gens de certains sujets pour leur permettre d'avoir des outils pour travailler en prévention dans leurs équipes de travail. Un autre, c'était sur la communication efficace, un autre sur la rétroaction. Donc, c'est des ateliers dans lesquels j'ai eu l'occasion de leur présenter des outils, de leur faire vivre des outils. J'adore ça. Je vois vraiment que ça fait une différence. Puis après, ça leur permet de consulter les praticiens en résolution de conflits, d'avoir déjà une base sur laquelle construire des stratégies adaptées à leurs équipes. Merci beaucoup. Très intéressant. Très intéressant et c'est très nouveau de travailler sur les biais. Oui, en effet. Merci beaucoup, Mme Doiron, pour la question. Donc, on tombe dans la dernière minute. Je ne sais pas s'il y a un jury qui aimerait prendre la parole pour la dernière minute, poser une dernière petite question. Donc, Joël, je vais joindre ma voix à celle des membres du jury pour te féliciter. Écoute, un beau parcours. De t'avoir ouvert comme ça à nous, ça prend quelqu'un de très fort, forte. Écoute, on te remercie. Puis lâche pas pour la suite des choses. On t'encourage à continuer. Puis on te souhaite la meilleure chance pour la suite des choses. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. La catégorie Personnalité persévérante reconnaît un ou une étudiante du premier, deuxième ou troisième cycle s'étant distinguée par les efforts et les stratégies déployées tout au long de sa vie pour surmonter les difficultés, nourrir la motivation, vivre des succès, être admis à l'université et y réussir ses études.
Merci beaucoup. Bonjour. Tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui en entrevue. J'apprécie sincèrement l'attention et la reconnaissance que vous accordez à ma candidature. Ça donne une petite tape dans le dos. Donc, je m'appelle Florence Bourdelot, j'ai 25 ans. Je vais débuter ma présentation en faisant un bref résumé de mon parcours. J'ai eu la chance de faire partie d'un programme musical de la 2e année du primaire et ça jusqu'à la fin de mon secondaire. C'est un programme qui était très bien adapté à mon profil académique, ce qui a fait en sorte que j'ai su garder une certaine motivation au niveau scolaire durant ces années-là. Quand je suis arrivée au cégep, ça a été une toute autre chose. Déjà, vers la fin de mon secondaire, je vivais des situations familiales conflictuelles qui rendaient ma concentration difficile. Et puis, cette situation-là, elle s'est perdurée dans le temps. C'est devenu de plus en plus fastidieux pour moi de donner un sens à mes études. J'ai donc lâché une première fois le cégep alors que j'habitais toujours chez mes parents. Je suis déménagée à Trois-Rivières. Il faut savoir que mes parents habitent à Laval. J'avais besoin de prendre mes distances. Cette décision-là, ça peut avoir l'air simple, mais ça a été une des décisions les plus difficiles de ma vie parce que je laissais beaucoup de gens derrière moi. J'en étais à un point où c'était vraiment une question de survie personnelle, si je peux dire. J'essayais de me convaincre que si je ne pouvais plus supporter les êtres qui me sont chers, que je ne pourrais plus les supporter, c'est-à-dire si moi-même je tombais. Donc, quand je suis arrivée à Trois-Rivières, j'ai fait une 2e tentative d'études collégiales qui, elle aussi, a été très peu profitable, c'est-à-dire. Ma santé mentale était fragile, je suis allée chercher de l'aide, mais le chemin a été long et parsemé d'embûches. Donc, c'est 6 années qui ont séparé la fin de mon secondaire et l'obtention de mon DEC, que j'ai d'ailleurs eu en février passé. J'ai travaillé en restauration pendant ces années-là. J'avais pour but principal de ramasser mon argent et de partir en voyage, chose que j'ai faite et que je ne regrette pas. Avec le recul, je sais que cette période-là de ma vie est caractérisée par un sentiment de dépersonnalisation. C'est comme si j'étais spectatrice de ma propre vie, que ce n'était pas la mienne. J'ai d'ailleurs très peu de souvenirs de ces années-là. Et puis, en mars 2020, quand la pandémie elle a commencé, j'étais en voyage en Birmanie avec mon copain. Et puis, évidemment, on a dû rebrousser chemin vu les circonstances. À ce moment-là, je travaillais encore en restauration. J'ai donc perdu mon emploi en quelque sorte avec la fermeture des restaurants. J'ai décidé de terminer mon DEC avec le cégep à distance et de m'inscrire à l'université pour le mois de septembre. Donc, ça laissait quand même un court délai. Pendant ma première année, ma première session universitaire, c'est-à-dire j'ai terminé 5 cours de cégep qui me manquaient pour avoir mon DEC. Pour moi, terminer le cégep et commencer l'université par le fait même, au même moment pour ma part, ça a vraiment été une renaissance, une ouverture sur une panoplie de possibilités qui s'ouvraient à moi. Je suis maintenant étudiante depuis 2 ans au baccalauréat en psychologie à l'UQTR. Retourner à l'école, ça a évidemment présenté un gros changement de vie, un défi considérable. Mais cette transition-là, elle m'a permis de tourner la page sur une période de ma vie qui était plus douloureuse, mais elle m'a surtout permis de me retrouver, de me reconnecter à mon essence, à ce que je souhaitais devenir. Mon rythme de vie a complètement changé. Comme quoi, la pandémie, elle n'a pas juste eu des effets négatifs, mais je pense vraiment que dans certaines situations, on a besoin de situations bien précises, particulières pour engendrer des grands changements. C'est aussi à ce moment-là de ma vie que j'ai compris l'importance de demander aux gens comment ils vont, au-delà de leur demander ce qu'ils ont accompli. J'ai également pris conscience que c'est vraiment pas dans les moments où je m'étourdissais le plus que ma santé mentale était la meilleure, que le vrai défi, du moins pour ma part, il réside dans le fait de se poser, de prendre le temps et non d'avoir un horaire chargé puis des projets qui font en sorte que toutes tes pensées sont déjà occupées. C'est vraiment un défi considérable de mettre au premier plan l'importance de l'équilibre dans un milieu où on valorise autant la performance. Milieu qui, pour ma part, ironiquement, vont former les psychologues de demain. Donc, comme vous avez déjà pris connaissance de ma candidature et puis par le fait même de mon parcours un petit peu, j'ai voulu axer le reste de ma présentation dans le présent en passant par le biais des différents chapeaux que je porte dans mon quotidien.
Donc, devenir étudiante universitaire, ça m'a permis d'avoir la chance de devenir assistante de recherche. J'ai travaillé sur plusieurs sujets comme la culture de la diète, l'adoption, et en ce moment, je travaille pour un projet portant sur la transmission du savoir dans les collectifs de travail en milieu humanitaire. Je porte également le chapeau d'intervenante sociale. Je travaille dans une maison de thérapie en toxicomanie et santé mentale. Ce travail-là, il me permet encore à ce jour, pas plus tard qu'hier soir, de faire des rencontres extraordinaires qui ont su et qui savent encore à ce jour me remettre en question, me faire revoir certaines perspectives que j'ai et immanquablement d'améliorer mes compétences en relation d'aide. Un chapeau aussi que je porte qui me tient extrêmement à cœur, c'est le fait d'être bénévole. Mon implication, elle prend plusieurs formes. Je côtoie une femme non-voyante à toutes les semaines. Je m'implique sur une ligne d'écoute et je siège nouvellement sur le conseil administratif d'un centre de femmes dans Mekinac. Donc, la condition féminine, c'est pour moi une cause qui me tient énormément à cœur et à laquelle je veux prendre part. Mais d'une façon plus personnelle, je suis également une amie, une amoureuse et surtout une grande sœur. Ce dernier chapeau de grande sœur, c'est sans doute le chapeau le plus important pour moi et celui qui m'en a le plus appris. Je suis sœur aînée de 7 enfants. Je souhaite être un modèle pour ces frères et sœurs-là, un phare, un point d'ancrage. Mes frères et sœurs sont significatifs dans ma vie. Ils m'inspirent, me poussent à devenir une meilleure personne, m'apportent sans aucun doute les plus grands défis, mais aussi les plus grandes joies, les plus grandes fiertés. Je dois avouer que c'est pas toujours facile pour moi de garder le cap sous tous ces chapeaux que je porte dans mon quotidien, que ça m'arrive parfois de me sentir ensevelie, mais j'essaie vraiment de maintenir un équilibre parce que, comme je le mentionnais dans ma candidature, je sais que si je souhaite prendre soin des autres, je dois prendre soin de moi-même en premier lieu. J'essaie de garder en tête que ça me prend des bases solides pour devenir un pilier. J'ai vraiment pas la prétention d'affirmer que cet équilibre-là, il est parfait, mais une chose est sûre, c'est que j'essaie de me frayer un chemin vers mes objectifs en gardant cet équilibre-là. Je sens réellement que travailler en relation d'aide, c'est ma vocation. Comme je l'ai mentionné, aider, c'est vraiment l'apprentissage le plus important que j'ai fait dans ma vie. Avec mon parcours, je souhaite surtout véhiculer le message qu'il n'y a pas juste un chemin pour atteindre ses objectifs, que ça peut prendre du temps de définir c'est quoi son propre bonheur, parce qu'on a un propre bonheur qui nous appartient juste à nous, puis que c'est important, voire essentiel, de le prendre ce temps-là. Que les détours de nous, que les détours, c'est-à-dire ils font de nous la personne qu'on est, que ce n'est pas une perte de temps. Moi, je le vois comme un investissement de temps, que le temps nous permet parfois d'acquérir des atouts qui ne se retrouvent pas dans les livres, qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs d'école. J'aimerais véhiculer le message aussi que parfois, le plus grand travail qu'on fait sur nous-mêmes, il ne se traduit pas dans les réalisations concrètes. Ce n'est pas tangible. Le travail le plus difficile qu'on fait dans notre vie est souvent invisible, interne. Il ne se traduit pas toujours dans les réussites que notre société de performance valorise, que parfois nos plus grandes fiertés sont beaucoup plus profondes, non quantifiables, invisibles. Ça peut être vraiment subtil, puis je pense que c'est vraiment primordial de valoriser ce cheminement-là. Donc voilà, c'est un peu où je me situe dans ma vie à ce jour, comment je peux me décrire. Donc, au plaisir de répondre à vos questions. Merci Florence pour ta présentation. Écoute, on a probablement appris énormément en t'écoutant. Je pense que les membres du jury en auraient pris encore très longtemps. Puis sache qu'il restait encore une petite minute. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais la transposer dans la période de questions. Donc, chers membres du jury, à vous la parole. Je vais me lancer si c'est correct. Oui, allez-y, Vicky. Alors, bonjour Florence, merci infiniment pour ta présentation. Effectivement, on en aurait pris davantage. Félicitations pour ton cheminement, ton parcours fort inspirant. Clairement, je comprends de ta candidature là, et des documents que tu nous as fait part de ta présentation que tu as un grand désir d'aider. Puis j'avais aussi retenu le fait que tu souhaitais faire des choses à l'international. Tu voulais faire un voyage humanitaire, etc. Alors, je voudrais
te donner l'occasion de nous parler un peu de ce désir-là, puis de comment ça se conjugue là, dans la suite des choses pour toi. À vrai dire, merci. Dans les moments de ma vie, je crois, où j'étais le plus perdue, c'est un peu les voyages qui m'ont permis de me recentrer et de garder un peu allumée cette petite étincelle de bonheur que je savais qui résidait encore en moi. Donc, oui, j'aimerais aller à l'international. J'aimerais faire un voyage humanitaire. C'est un projet que j'aimerais accomplir avant de rentrer au doctorat. Évidemment, c'est de la préparation. Puis, comme il y a beaucoup de choses à faire pour monter un dossier pour aller au doctorat, il faut que je pense à ça d'avance. Mais pour moi, c'est essentiel d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir comment on peut fonctionner quand notre rythme de vie est différent, quand nos valeurs sont différentes et comment le fait de vivre autrement peut faire changer notre vision des choses. Donc, c'est ce qui, en mon sens, est important dans le fait d'aller à l'international. Au-delà de ça, c'est le plaisir de voyager également. Là. Donc, c'est le partage de ces deux intérêts. Merci beaucoup. Comment ça va se conjuguer? On regardera rendu là, mais les possibilités sont grandes. Merci, Vicky, pour la première question. Manuel, à votre tour. Laurence, tu dis que les voyages ont permis ou permettent de se recentrer. Je pense que tu nous as amenés en voyage avec ta présentation parce que tu nous as rappelé des beaux principes qu'on a tendance à oublier, dont celui de juste se demander comment ça va plutôt de qu'est-ce que tu as accompli. Je l'apprécie beaucoup. Il y a quelques candidats qui nous ont parlé tout au long de la journée de la pression, de la réalité des études supérieures. Il y a beaucoup de défis, que ce soit le financement, que ce soit la contingence. Je pense qu'en psychologie, c'est un domaine qui est assez contingencé. Ouais. Si toi, là, tu avais une ou deux choses que tu pouvais faire pour les études supérieures pour alléger cette pression-là ou ce climat-là, ça serait quoi les enjeux que tu aimerais aborder? Moi, je pense que la chose que je trouve qui serait essentielle et que j'ai peine à croire que c'est pas plus reconnu, c'est la prise en considération de l'équilibre que l'élève entretient, l'étudiant entretient au cours de son parcours scolaire. Parce que il y a quelque chose que je trouve de très ironique dans le fait de chercher à aller aider à l'extérieur, avoir des choses à mettre dans son CV, alors que des fois, le besoin, l'aide à donner est beaucoup plus proche de nous qu'on croit. Je pense que ça devrait être plus reconnu. Parce que quand on regarde un dossier de candidature pour appliquer au doctorat en psychologie, souvent, je ne sais même pas s'ils en prennent compte. Et j'ai peine à croire que quelqu'un qui se perd un peu la tête dans toutes ses implications, néglige un peu son équilibre psychique, sera la personne la plus outillée pour devenir une bonne psychologue. Donc, c'est la première chose que je ferais, prendre en considération l'équilibre, au-delà du dossier académique. Merci beaucoup, Manuel, pour la question. Madame Marois, à votre tour. Oui, bonjour. Mon micro est allumé, là. Mais merci pour ce témoignage très émouvant. Et puis, ce qu'on sent, c'est vraiment une sérénité malgré tout ce que tu as vécu et qui t'amène à envisager l'avenir de façon assez positive. Et dans les documents que tu nous as présentés, au-delà de ta présentation, tu dis ceci, mon objectif premier, lorsque je serai professionnelle, ce serait de maintenir un lien avec ma communauté, contribuer à une société plus équitable, plus inclusive, mais tu ajoutes ceci, et c'est sur ça que je veux te poser la question. Je me vois comme une actrice de changement dans la société de demain. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être cette actrice de changement? Ce que ça signifie, c'est en premier lieu, comme je le mentionne dans la phrase d'avant, prendre en considération les besoins sur le terrain. Parce que souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un manque de lien entre la recherche et le besoin réel sur le terrain. Donc, moi, je vois mon rôle d'actrice de changement dans la société de demain en étant un petit peu ce pont-là entre le terrain et la recherche et le milieu académique scolaire. Je vois ça à court terme en apprenant des milieux dans lesquels je suis, donc en ciblant les besoins, en m'impliquant, mais à court, moyen terme,
je crois que c'est vraiment un mélange de faire de la recherche pour élargir les connaissances au niveau... Moi, j'aime beaucoup le milieu communautaire, donc les disparités sociales, mais partir avant du besoin des gens qui ont besoin, des gens qui sont là déjà, qui ont déjà un besoin. Mon rôle d'actrice de changement, c'est en premier lieu de comprendre le besoin. Je crois qu'on perd un peu cette essence-là, d'essayer de comprendre le besoin avant de créer des ressources. Qu'est-ce que ces gens-là ont besoin? C'est pas nous, dans notre perché, dans notre bureau. Qu'est-ce qu'eux ont besoin sur le terrain? Ils vont nous le dire. On ne va pas leur demander. Si tu permets simplement un commentaire. Moi, j'ai étudié en service social il y a très, très longtemps déjà, mais une des premières recommandations, ou si on veut, une première leçon que je faisais, c'est les gens portent en eux la solution à leurs problèmes, mais il faut les écouter et partir de là, de telle sorte qu'ils puissent s'approprier ce qu'ils sont finalement, puis découvrir qu'ils peuvent eux-mêmes arriver à sortir des difficultés dans lesquelles ils se trouvent ou à trouver une voie finalement. Alors, je trouve ça fort intéressant, ta remarque dans ce sens-là. Alors, bonne chance pour la suite. Merci de ton témoignage encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Mme Marois, pour la question. Mme Doiron, à votre tour. Merci, Florence, pour cette belle communication qui, je pense, nous calme déjà. Tu as une belle âme. Alors, je ferai maintenant un peu de pouce sur ce que Mme Marois a dit. Comment se matérialiserait ce désir de changement et tout ça et d'écoute des besoins? Une fois que tu aurais fait ça, toi, tu te vois occuper quelle fonction dans cet écosystème de besoins? Moi, je souhaiterais être psychologue. Mais je souhaite être une psychologue qui, dans sa fonction, prend le temps de travailler de façon interdisciplinaire. Moi, ce que je remarque actuellement dans mon emploi et même à l'école, c'est que des fois, il est difficile ce lien-là. Et puis, une des premières choses qu'on me dit sur mon milieu de travail, c'est « voyons, pourquoi tu veux devenir psychologue? Tu es tellement proche des gens. Ne deviens pas psychologue, tu vas devenir déconnecté des gens avec le peu de temps que tu vas passer avec eux. » Parce que c'est un petit peu ça, tu sais, des rencontres une fois par semaine, 2 fois par semaine, juste 1 heure. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est un peu briser ce stigma-là. J'aimerais être proche, écouter ce que les intervenantes sociales ont à me dire, travailler de pair avec toute cette équipe-là. Donc, je me vois psychologue, mais je me vois psychologue, j'aimerais beaucoup travailler dans le communautaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Doiron, pour la question. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, Simon, allez-y. Écoute, Florence, tu quittes en janvier 2020 pour l'Asie. Les événements ont fait en sorte que tu t'es arrêté, que tu t'es posé un certain nombre de questions, mais s'il n'y a pas la pandémie, puis que ton voyage se poursuit, tu serais où aujourd'hui? C'est une très bonne question. Florence, tu vas avoir 1 minute pour répondre à la question. Pas de problème. Dans le fond, si je suis pas... Je crois que je continue un petit peu de travailler en restauration, de me poser des questions, d'essayer de voir un peu comment moi je vais construire mon bonheur. Là, ça a comme été accéléré dans le processus. C'était pas mon plan de retourner à l'école aussi rapidement, même si j'ai quand même 25 ans. Mais je crois que là, je commencerais peut-être à peut-être retourner à l'école ou que mon implication au niveau de la relation d'aide se communiquerait de façon différente. Peut-être que je ferais juste des voyages humanitaires sans nécessairement retourner sur les bancs d'école. Donc, on ne pourra jamais le savoir, mais je sais que je me serais tournée vers la relation d'aide. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Simon, pour la dernière question. Bien, Florence, je vais joindre ma voix aux membres du jury Force Avenir pour te féliciter pour ton beau témoignage. Écoute, tu peux être fier de toi. Puis je pense que, comme on dit, le hasard fait bien les choses. Donc, écoute, on continue ton beau parcours, puis bonne chance pour la suite des choses. Bonne fin de journée. Bye-bye. Merci beaucoup.
catégorie Personnalité persévérante reconnaît un ou une étudiante du premier, deuxième ou troisième cycle s'étant distinguée par les efforts et les stratégies déployées tout au long de sa vie pour surmonter les difficultés, nourrir la motivation, vivre des succès, être admis à l'université et y réussir ses études. All right. Well, I'd first like to thank everybody for giving me the opportunity to share my story. My name is Guilherme, but feel free to call me Guy. I'm currently 21 years old, but my birthday is tomorrow, so I'm turning 22 tomorrow. I'm heading into my 4th year of my undergraduate studies here at Concordia University with an honors degree in psychology, behavioral neuroscience. And I also have a minor in multidisciplinary studies in science, which is part of the Science College here at Concordia. The Science College is an invitation-only program in which only high-achieving science students are part of. So to start from the very beginning, I joined a research lab and started doing research on child cognition. It's still in my 1st year of my undergrad. Through that work, I received a prestigious research award and was later hired as a research assistant to continue my work. That really sparked in me my interest in scientific research, especially because Brazil research is very underfunded. So research was never really something I thought I would have the opportunity to do. I was then invited to interview for the Science College, which I had previously mentioned. Science College students here at Concordia, they have to do research in scientific fields that are outside of their field of study. So let's say if I'm doing psychology, we must do research in fields such as biology, chemistry, physics, and etc. Really creating that sense of multidisciplinary studies. So for instance, right now I'm doing a research in a biology lab, working on the effect of certain proteins in cellular division. Even though I'm not originally from Montreal, it didn't take long for me to really become involved with the community, a community in which I feel very accepted for being gay, a community which has freedom as a core value. So it really allows me to be myself. At the same time that I was doing research, I became involved with academic politics
and was elected as the Vice President of Communications of Concordia's Undergraduate Psychology Association. In that position, I created the first ever website for psychology and neuroscience students to connect with one another, as well as with other professionals in the field. I planned and facilitated events for our community, and I'm glad to see that I was able to help students to become more aware of their potential and the opportunities they had to use their diploma to have a positive impact on society. I ended my mandate with the Psychology Association, and I was invited to be part of the Garnicki Society here at Concordia. And now I represent Concordia with 11 other students working alongside the president of the university. So just to tell you a little bit about the Garnicki, each year the cohort chooses a cause to support during their mandate. And we chose to support the Indigenous community and raise funds for Resilience Montreal, which is a nonprofit here in the city of Montreal. And I'm really glad to share with you guys that we've raised over $10,000 over the past year through events, donations, and other efforts throughout our mandate. The key here that I would like to communicate is that although all these are exceptional academic achievements, what makes me unique is that I did all of this while coming from a low socioeconomic status family in a developing country. I grew up in Brazil and I was raised by a single mother whom is actually watching this interview right now, even though she doesn't speak a word of English. In fact, not only my mom, but nobody in my family speaks a foreign language. I'm the first one in my family to speak a foreign language. I'm the first one in my family to live outside of my country. And I'm even the first one in my family to ever be accepted at a university. Coming from this background, neither me nor my family, we never thought one of us could be achieving all of this. And I was always a good student, and I received bursaries and scholarships that helped me create this international network. And I'm very grateful for that. Even my enrollment at Concordia is possible because I obtained a partial scholarship, without which I would never be able to attend Concordia due to the heavy international student fees, which are many times higher than the local students. So here I am in Canada. I arrived in Canada in 2019 without any financial support from my family or any established support system of friends and network. Knowing that I would have to work double, triple as hard as anybody else to have access to the same opportunities. But I feel like that's where my perseverance really came into play and made a difference for me to be where I am today. Still, I live in a cycle of hardships that is kind of difficult to break away from. I have a partial scholarship, so I need to maintain exceptional grades and study full-time to keep that scholarship. But studying full-time means that I'm paying full-time tuition, which means that I have to work three jobs to make ends meet. And this takes me away from study time, from my research, and also time I could be spending to improve my French, which is something very, very important to me because I do want to stay in Quebec and potentially become a doctor here in the province. At the beginning, there were many barriers, and I felt really overwhelmed when I first arrived in Canada. And when I looked for help at the beginning, I realized that people in charge of supporting high-achieving students didn't really have the frame of reference to help students like me with my background. I was frequently advised to do less. However, I strongly believe that talent arises in all social classes, and we are wasting talent for not having the tools in place to lift people like me towards our full potential. So despite what I was told to do less, I feel like the way I arrived here today was not by doing less. Sorry, my light. Was actually by doing more. I had to create by myself
a path that would allow me to accomplish my goals, even with my limitations. And I didn't stop there. I started doing what I could to foster perseverance in other people as well. Still in 2019, I started a YouTube channel where I shared my stories with others, and I helped to create a new frame of reference so that more people can overcome these barriers. In fact, I receive many messages every day about how my YouTube channel has helped people. And seeing more people like me realizing their dreams also helped me to feel more motivated to keep doing what I'm doing and, not feel as lonely and as alone, just feel like I'm not alone in this anymore. So even in the science college that I talked about it before, professors and mentors have been asking me to give support to students with similar backgrounds. So I can see that even as an undergraduate student, I'm already contributing to increase representation by passing on my experience to younger peers. So to sum up, I think my greatest achievement has been really to pave the way to others through my perseverance. Je veux remercier de m'avoir donné l'occasion de m'écouter aujourd'hui et de faire ma présentation en anglais. En plus de mes études à l'université, de mon travail, de mes activités préscolaires, j'étudie le français car mon objectif à long terme est de rester au Québec et de contribuer à la société québécoise. Souvent, je comprends les questions en français, mais je suis plus à l'aise pour répondre en anglais. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Guilherme, I will try to. Obrigado pelo seu depoimento. Nada. So we will start the period question. So, member of the jury, now it's your time. Jean-François Assine, you can go. Hi, Guy. Well, thank you very much for your presentation. This is very inspiring. I'm just curious to know why have you choose Canada as a country to come for studying and to stay maybe for your life? No. That's a very good question, Jean. Thank you so much for asking. So I did study in the US a little bit. I finished my high school. I think I've included that information in my application. And then I went back to Brazil, then speaking English for the first time. So I really felt I was able to do more by then. I started looking at schools overseas, schools in the United States, schools in Canada. But I really felt like Canada was a place that aligned with my values and was the place that I wanted to spend the rest of my life. And I wasn't wrong when I came here. When I arrived, it really matched with what I was expecting. Like I said before, Canada has been a home since the first day I arrived. I really feel accepted for who I am and my goals and my limitations. I was very welcomed since the first day. And I don't regret making that decision. And I'm really, really proud and happy to be in this country today. And hopefully, like you said, for the rest of my life. Thank you very much. I wish you. Thank you. Thank you. Thank you, Jean-François, for the question. Manuel, that's your turn. Guilherme, first, thank you. Please tell your mother that she can be proud of yourself. So even though she doesn't understand English, please tell her that she can be proud. Second, I think you're right when you say that we are wasting talent because we don't see their full potential. And I think that sometimes we perceive immigrants, foreign students as an immigrant, and we don't see beyond that part of their identity. And I want to do a link with what you said that you were helping students to have a positive impact on society. And I was wondering, if we talk about Guilherme at Concordia, what should we remember as your biggest or your greatest impact, positive impact on society? Oh, thanks for asking that question. So Guilherme has been a big part of Concordia and vice versa. Concordia has been a big part of me too. Besides being a student here at Concordia,
with an honors degree and a minor. I also work for the university. I'm a student ambassador for the Concordia Call Center. So what I do basically throughout the academic year is I reach out to alumni, so those who graduated from the university, and I keep them updated on what's happening. And I raise funds for services here at Concordia. And at the same time that I get to talk to alumni, I also work as a welcome crew mentor. So I keep receiving new students and helping with their questions. So answering your question, I feel if someone would remind me here at the university, I feel I've been really the link between current students, previous generations, and future students, because I really feel like that connection, that intergeneration connection, brings benefits for all of us. And I've been doing this connection since my first semester at Concordia, and I'm glad to continue doing that since then, and just, you know, making that positive impact that we've talked about in all different levels of students, those who graduated, those who are coming, and obviously the ones that are here today. Thank you, Manuel. Thank you, Manuel, for the question. Vicky, you can have your... Thank you, seconds. Thank you for sharing your story. This is very inspiring, and congratulations on learning all those languages. And I apologize in advance if I missed it, but I am a bit puzzled about Mandarin and China and your interest. I mean, I thought you had quite a bit on your plate already, so I'd like to hear about that. Yes, thanks, Vicky, for the question. Mandarin is a random thing that happened in my life back in 2017. I showed my friends today, like, oh, did you know that I know a little bit of Mandarin? And even I got an award to go to China once. They're like, what? But yeah, so when I was doing high school in Brazil, the same school that I went to the United States, because they had a partnership, they offered Mandarin classes. So to be honest, my first motive to study Mandarin was really to get my English practice a little bit more, because I remember the teacher only spoke English. But then going to the classes, I fell in love with the language, and I kept doing it for over a year and a half. And they have a lot of events, a lot of competitions to promote their culture, which I really appreciate. I think it's awesome that they promote Chinese culture. And I've been part in those competitions, and I ended up winning first place in the regional competition, which is, I think, what I included in my application. And then I went to Rio de Janeiro to compete in the national competition, ended up winning second place. And just to give an overview of what the competition entails, I had to like dance and speak in Mandarin and do a test and do all those sort of things that show like the different skills, the spoken skills, the listening skills. And anyway, so I ended up getting second place in the national competition, winning an award to go to China for 2 weeks. But the award was the same time that I was supposed to go to the US. So I had to choose the US. So that's a little bit about my background with Mandarin and the Chinese culture. Yeah. Thank you. That's interesting. Thank you very much. Thank you for asking. Thank you, Vicky, for the question. Do we have another one for Guilherme? So, Guilherme, I will add my voice to the member of the jury to congratulations again, and thank you very much for sharing your stories. You can be proud of yourself, and I wish you good luck for the next, and happy afternoon. Bye-bye. Thank you so much. Merci beaucoup à tous et toutes.